Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Ça va impeccable, Guillaume. Salut tout le monde. Russ se transforme petit à petit en Texan. Alors, on va aujourd'hui parler bien évidemment de l'UFC 267. Il y a deux combats dont on n'avait pas parlé jusque-là, le main event et le co-main event. Attention, l'un pour le titre light heavyweight de l'UFC, l'autre pour le titre bantamweight intérimaire. Mais avant, n'oubliez pas, Road to 100G, ça se passe juste ici. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, surtout que là, ça devient de plus en plus sérieux. Est-ce qu'on lancerait-il pas le générique, Rust? Ah, absolument. Chaud, chaud, chaud. Let's roll! Swear. Cory Sandhagen contre Petr Yan. Cory Sandhagen a dit que c'était pour lui le combat entre les deux meilleurs bantamweight actuels. Il a dit bon, ça paraît peut-être un peu couillu pour un mec qui a perdu contre Aljamain Sterling et par une décision partagée face à TJ Dillashaw, mais qu'en pense Rust? En soi, en fait, c'est dans le mix, quoi. Parce que c'est vrai qu'étant donné qu'il s'est fait soumettre par Aljamain Sterling, malgré le fait qu'ils disent que c'est parce qu'il était dans un très mauvais jour, etc., ça se jouerait entre les trois, quoi. Donc, c'est effectivement, c'est un peu couillu et c'est pour faire les gros titres. Mais en soi, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est vrai que là, celui qui gagnera ce combat-là entre Petr Yan et Cory Sandhagen, pour la plupart des fans, en tout cas, j'ai l'impression, ce sera le roi légitime dans le sens où, même si Cory Sandhagen dit que c'est une contre-performance qui a causé sa défaite contre Aljamain Sterling, plutôt que Aljamain lui-même qui aurait brillé ce soir-là, c'est clair que vu le niveau qu'ont démontré les deux sur leurs dernières apparitions, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Donc une fois qu'Aljamain sera remis, ça va vraiment faire un espèce de triel en tête qui va être vraiment vraiment intéressant à regarder, quoi. Et que peut-il se passer exactement ce samedi? Parce qu'on a d'un côté Cory Sandhagen qui a disputé son premier combat en 50 face à TJ Dillashaw, défaite de peu, avec un TJ Dillashaw qui a utilisé sa lutte pour justement arracher la victoire après 2 ans d'absence, 2 ans et demi d'absence. De l'autre côté, Yan qui, ok, il a perdu sur le papier face à Aljamain Sterling, mais jusqu'à ce coup de genou parfaitement illégal, mais parfaitement exécuté également, il dominait nettement le duel. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que je pense que personne n'est réellement dupe. Je l'ai vu littéralement nulle part. C'est pour vous dire, et je pense que personne. Mais il a tout donné sur les premiers rounds d'Aljamain Sterling. Ça n'a pas été suffisant pour mettre hors d'état de nuire Petr Yan. Et pourtant, il a vraiment tout mis. C'est-à-dire qu'il y a des genoux qu'il a placés qui étaient mais vraiment en plein dans le mille. Il a déchargé tout ce qu'il pouvait sur Petr Yan. Oh, il a déchargé, Rust. Il a déchargé. Ouais, mais ouais, et sur Petr Yan qui, malgré tout ça, en fait, restait stoïque et était en train de reprendre l'avantage très nettement. C'est-à-dire que là, au moment où le combat a été arrêté entre Petr Yan et Aljamain Sterling, c'est clair que Petr Yan, il était littéralement en train de commencer à rouler sur Aljamain Sterling. Donc voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que Petr Yan aurait gagné ce combat s'il avait continué un peu plus longtemps. Mais c'est pour ça que, au-delà du fait que ce combat va être un des plus beaux combats, je pense, de toute la carte, Petr Yan, Cory Sandhagen, moi, c'est juste techniquement, en fait, c'est celui que j'attends le plus. C'est-à-dire que il y a Khamzat qui revient, c'est-à-dire que bien sûr, il y a Islam Makhachev, il y a le combat dans light heavyweight pour le titre, mais en réalité, personnellement, du point de vue de à quel point est-ce qu'on va se régaler, moi, c'est celui-là que j'attends le plus, sans aucun doute, quoi. Et ça va se passer debout probablement, et ça va être somptueux. Et donc on a Cory Sandhagen qui perd contre Aljamain Sterling. Aljamain Sterling qui perd face à Petr Yan. Mais les MMA math ne fonctionnent pas, vous le savez. Alors que peut-il se passer ce samedi sur la Fight Island d'Abu Dhabi? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée, et c'est ce qui rend le combat extraordinaire en tout cas, mais c'est que donc, comme on l'a dit, il y a des grandes chances que ça se passe debout, puisque même si Petr Yan a des très très bons sweeps et il a des mises au sol, il ne craint pas la mise au sol. Qu'il a même fait à Aljamain Sterling, d'ailleurs. Absolument. Et parce qu'en fait, ce qu'il préfère, lui, c'est combattre debout. Il a une anglaise. Il se sert de tout son arsenal, mais c'est surtout en anglaise où généralement il fait la différence. Mais malgré tout, lorsqu'il est en clinch avec ses adversaires ou lorsqu'il est contre la cage ou en lutte,
il y a aucun problème, il répond présent et il n'est absolument pas dépassé ni en reste par ses adversaires généralement. Alors il a été mis au sol de temps en temps bien sûr, mais ça a jamais été un danger ces domaines-là, que ce soit le sol ou la lutte. Donc, mais néanmoins il est généralement pas proactif. C'est-à-dire que si tu le mets dans une situation où c'est collé serré et où il y a des probabilités que l'un ou l'autre tente la mise au sol, il est très souvent premier en fait. Petr Yan, il est très souvent premier. Il place des magnifiques sweeps de Muay Thai ou enfin, comment dire, il a pas peur d'y aller tout simplement. Néanmoins, comme c'est pas forcément ce qu'il recherche, il y a de grandes chances puisque Cory Sandhagen, lui par contre, c'est sûr qu'il tentera pas les mises au sol. Donc il y a des grandes chances que tout ce petit beau monde se la mette debout, se la colle debout. Et debout, je n'ai aucune idée de là où ça peut aller. Les deux ont un style assez différent, beaucoup de changements de garde, une emphase pour Petr Yan un peu plus sur l'anglaise et Cory Sandhagen très complet finalement, parce que enfin, lui c'est un des combattants que je préfère regarder parce que sur un même enchaînement, il est capable de mettre absolument tout et avec des angles incroyables, avec des déplacements incroyables au cœur même de la séquence qu'il est en train de faire. Enfin, c'est de la créativité, même s'il y a évidemment énormément de drill au bout de tout ça. Mais au niveau de la créativité, au niveau de ce qu'il est capable de composer dans la cage en striking, c'est de la magie presque. C'est trop beau. Donc il y a effectivement Cory Sandhagen qui arrive avec cette créativité incroyable, avec ce fait qu'il est très difficilement prévisible. Et à côté de ça, t'as littéralement le dévastateur, quoi. C'est-à-dire il a des combinaisons qui sont relativement connues, c'est-à-dire qu'il ne brille pas par sa créativité forcément et son originalité en striking Petr Yan, mais c'est ça qui fait qu'il est magnifique à regarder combattre aussi, c'est que ce qu'il fait, ce sont des basiques, mais il le fait tellement bien. Ses shifts en avançant en anglaise et pour couvrir la distance plus vite et où il touche avec une précision et comment dire une vitesse absolument, mais c'est terrifiant. Il y a peu de combattants jusqu'à aujourd'hui qui ont été capables de comment dire de résister à Petr Yan une fois qu'il est lancé, qu'il a chopé le rythme et qu'il est sur la marche avant. Et enfin voilà, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, tout simplement. Oh, wow, 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 wow. Et ben moi, je sais exactement ce qui va se passer, Rust. Je n'en sais rien. Quel est-il ? Non, je n'en sais rien non plus. Et c'est toute la beauté, je trouve, de ce combat-là. Il y a néanmoins une chose, moi, qui m'inquiète un tout petit peu, on va dire. C'est vrai que si ça avait été en 3 rounds, j'aurais encore plus été dans le flou, mais là, le fait que ce soit en 5 rounds, j'ai un petit peu plus peur, on va dire, pour Cory Sandhagen. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a plus un gros échantillon pour Yan, mais Yan, il a quand même affronté, à mon sens, que ce soit Aljamain Sterling ou José Aldo, à chaque fois c'était en 5 rounds, et à chaque fois on a pu voir vraiment une accélération chez lui. Cory Sandhagen, je n'ai jamais vu ça, jusqu'à présent, parce que oui, vous allez me dire, Guillaume, soit il finissait les mecs, à l'origine, contre Frank Edgar, ça devait être en 5 rounds, mais bon, pas trop eu le temps de s'exprimer, Frank Edgar. Voilà, exactement. Mais la seule fois où il y a eu, c'était contre TJ Dillashaw, et contre TJ Dillashaw, il a commencé très fort. TJ Dillashaw s'est pris d'énormes dommages, vous vous souvenez de la coupure, sans doute. Mais ensuite, il y a eu, j'ai trouvé, même si ça restait très propre, il a pas réussi à aller un petit peu au-dessus pour noyer véritablement TJ Dillashaw. Et c'est là où je me dis, ça peut être tendu sur un 5 rounds face à Yan, parce que Yan, même si vous regardez, Russ l'avait dit, contre Aljamain Sterling, les premiers deuxième rounds, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff contre José Aldo. Là aussi, José Aldo, on était Polydomso, n'en pouvait plus. D'ailleurs, si vous avez vu Polydomso, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on est sans nouvelles de Polydomso désespérément. Nous, on prend des vues à répétition, donc... Si Polydomso nous regarde, donc José Aldo qui faisait Please Polydomso, j'allais dire. José Aldo qui faisait un superbe combat contre Yan, sauf que on a ce sentiment, à la manière de ce que Max Holloway avait fait contre José Aldo, qu'au bout d'un moment, que de 2 rounds et demi, il arrive à passer la vitesse supérieure, et là personne ne peut y résister. Et c'est là où je me dis, pour Cory Sandhagen, qui en plus, tu vois, mine de rien, c'est quand même un combat en short notice pour lui, qui sortait c'était pas vraiment une guerre, mais c'était un combat difficile pour lui, face à TJ Dillashaw. Il va pas être dans les meilleures conditions, face à un mec où je ne vois pas comment il peut réussir à le finir rapidement. Donc, je mets plutôt ça du côté de Yan, pour le coup.
c'est vrai que quand on regarde, par exemple, contre José Aldo, et même contre Sterling, comme on l'a dit, il a encaissé des trucs de fou, hein, mais il y a aucun moment où, alors que l'adversaire met des trucs, mais met des toises et met à fond les coups et les combos qu'il peut placer, il y a aucun moment où Petr Yan semble humain, en fait. Il y a aucun moment où Petr Yan semble accuser le coup. Et c'est ça qui est terrifiant. En fait, là où je me suis dit, ah oui, ok, il y a un problème avec Petr Yan, c'est un rocher. C'est contre José Aldo. Parce que honnêtement, les combinaisons et particulièrement les coups au corps que José Aldo arrivait à placer contre Petr Yan, on a vu ce que ça fait un coup au corps de José Aldo, par exemple, contre... Jeremy Stephens. Ouais, j'allais dire, who the fuck is that guy? Contre Jeremy Stevens. C'est pas une blague, José Aldo. Est-ce besoin de le préciser, tu vois? Mais ce qu'il prend contre José Aldo, ce qu'il prend contre Sterling, sans broncher, je ne comprends pas. C'est du domaine de l'irréel presque. Et c'est là où c'est chaud, mais c'est que si ces gars-là n'ont pas été capables de mettre hors d'état de nuire Petr Yan, c'est vrai que j'ai du mal à voir Cory Sandhagen y arriver. Vraiment se débarrasser, mettre KO ou TKO Petr Yan. Même si c'est vrai, ça fait partie de ses coups favoris, Cory Sandhagen. Au cœur de ses combinaisons, il arrive à placer des crochets au foie avec son, du côté, enfin, avec son poing gauche, qui sont, mais, létales. Enfin, il a mis vraiment des mecs KO avec ça à l'UFC et même avant. Donc, ça, c'est sa petite gourmandise. Mais quand on voit ce qu'il est capable d'encaisser Petr Yan, je pense même pas que ce soit suffisant si jamais même ça passe et même si jamais ça passe flush. C'est là où on en est, quoi. Donc, les premiers rounds, effectivement, ça risque d'être très kiff-kiff. Et t'as pas une petite peur aussi sur le fait de la capacité de Yan à changer de niveau, tu vois? Parce que, mine de rien, Cory Sandhagen, il y a eu, il s'est pris le sac à dos Sterling. Ensuite, il a un petit peu retenu la leçon. Quand il y a eu TJ Dillashaw, il savait qu'il y avait quand même ce risque de changement de niveau de la part de TJ Dillashaw. Et plutôt que de se dire, sa stratégie, c'est surtout ne jamais aller au sol, quitte à ce qu'il y ait de longs moments où il y ait des moments de contrôle pour TJ Dillashaw, même s'il causait pas de dommages ou quoi que ce soit. Moi, j'ai peur que tu vois, après ce combat-là, qu'il ait perdu, et que tu peux quand même te dire, à mon avis, dans son corner aussi, bon, il faut qu'on adopte une nouvelle stratégie parce qu'ok, on finit pas au sol, mais il y a des moments où on laisse le contrôle et donc forcément on va perdre le round. Que sur ces dernières semaines, depuis ce combat contre TJ Dillashaw, il est implanté une nouvelle stratégie, mais la stratégie d'un mec qui est quand même un striker d'élite qui est dans un domaine qui n'est pas le sien, et que là, il entre quelque part dans le monde de Petr Yan, et que si Yan venait à faire des sweeps, ils se disent, on va peut-être tenter quelque chose au sol, tu vois. Et là où Cory Sandhagen, pour le coup, n'a qu'une seule option possible. C'est un peu là aussi où je me dis, ça fait une pièce de plus, en tout cas une arme en plus à la disposition de Petr Yan, à la différence de Cory Sandhagen, qui devra aussi se préparer à ça, tu vois, se dire, au-delà de tous les combos qu'il va me balancer, bah il peut aussi tenter une petite projection, et pourquoi pas suivre au sol après. C'est vrai. Je serais quand même étonné que ça arrive. Alors, ça aurait du sens dans le camp de Petr Yan de mettre l'accent dessus parce que effectivement, c'est pas là où il brille, c'est clair. Alors peut-être que, tandis que Petr Yan a peut-être une plus grosse expérience du sol que Cory Sandhagen, mais en fait, j'ai peut-être effectivement sur les derniers rounds, mais j'ai tellement, pour moi en fait, Petr Yan. Au début, ce sera trop compliqué en plus de toute façon. En fait, ce sera trop. Et puis surtout, j'ai vraiment l'impression que Petr Yan, c'est le genre de personne qui veut te montrer qui est le patron, en fait. J'ai l'impression que Petr Yan, c'est un gars, il veut petit à petit, c'est comment dire, c'est comme s'il prenait un malin plaisir à ce que tu lui donnes tout ce que tu peux. Il te montre que pas de problème, champion. Et après, il revient et lui te roule dessus. J'ai l'impression que c'est un peu comme Kamaru Usman, tu vois. Quand Kamaru Usman disait, moi, je veux pas forcément mettre les gens KO. Ce que je veux, c'est qu'il n'ait plus jamais envie de remettre les pieds dans la cage avec moi. J'ai vraiment cette impression avec Petr Yan. Donc, en fait, je le vois pas. C'est-à-dire que je pense que c'est possible s'il le voulait mettre un peu à la Blachowicz dans les derniers rounds, particulièrement au sol Cory Sandhagen pour travailler dessus et s'assurer la victoire et pourquoi pas le soumettre. Mais je le vois pas en fait. Parce que personnellement, ce que je vois, c'est qu'il va vouloir faire comme avec tout le monde, comme d'habitude, juste te poinçonner pour que tu n'aies plus jamais envie de remettre les pieds dans l'octogone avec la terreur, quoi. Oh là 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 là. Je pense, hein, vraiment je pense. Je le sens comme ça en tout cas, Petr Yan. Pronostic. C'est chaud. Non, celui-là. Oui, mais du coup, c'est-à-dire que
Effectivement, je sais pas comment ça va aller parce que je pense que à la différence de José Aldo et à la différence d'Aljamain Sterling, Cory Sandhagen, il est vraiment dans il n'y va jamais à fond sur les premiers rounds et ensuite c'est un peu moins. C'est-à-dire que contre TJ Dillashaw, c'est TJ Dillashaw qui s'est magnifiquement adapté. Mais il n'y a pas forcément eu Il n'y a pas eu de baisse de régime, non. de baisse de régime. Et parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu à la Diaz, quoi. Mais c'est-à-dire que il va pas essayer de mettre des coups à fond dès le début pour te mettre en état de nuire. Et après, si ça marche pas, c'est un peu compliqué. Par exemple, ce qui est le cas d'Aldo, tu vois. Aldo, bah, ça a été toute sa carrière comme ça. Mais les premiers rounds, il va essayer vraiment de te faire le plus mal possible et de te sortir de là. Généralement, du coup, il gagnait les 3-4 premiers rounds. Et après, par contre, il y avait un petit peu moins de cardio, un petit peu moins d'essence dans le réservoir. Et il se faisait généralement un petit peu remonter, généralement légèrement, mais quand même, sur les derniers rounds. Cory Sandhagen, lui, il est constant parce que c'est son style que d'y aller un petit peu, de temps en temps, un peu à la Nicky Holzken pour ceux qui sont fans de kickboxing, de temps en temps, sur une petite combinaison, il va aller chercher un énorme coup, un énorme low kick ou un énorme liver shot, un truc comme ça. Mais du coup, il n'y a jamais de baisse de régime. En fait, c'est pour ça que je dis que je sais pas trop comment ça va se passer. C'est que oui, Petr Yan, petit à petit, il prend un petit peu la température et il commence à capter son adversaire et il le lit et il prend le rythme. Mais contre un Cory Sandhagen qui ne baissera pas non plus en régime et qui aura le même output, la même sortie de coups en volume du début à la fin et qui ne s'exposera pas au début particulièrement, bah je sais pas en fait. Donc j'ai envie de mettre Petr Yan quand même parce que je sais pas pourquoi, mais il donne cette impression de calibre champion un peu plus que Cory et qui fait peut-être plus mal aussi, je pense. Il y aura peut-être un petit peu de ça. Il marquera plus, je pense, Cory Sandhagen. Mais chaud quoi, je pense. Hein. Ouh, it's hot in here. Non, bah moi je mets victoire de Yan par TKO au 4e round. Voilà. Voilà Ouais. ce que je mets. Mais tendu. Je vois je vois clairement, j'ai du mal à voir comment Sandhagen peut s'imposer. Là, la question, c'est juste, est-ce que ça va aller jusqu'à la décision ou pas, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout pour ce main event. Ouais, je pense. Ouais. Bon, et le main event? Allez, un petit peu le main event. Donc, Glover Teixeira contre Jan Blachowicz. C'est terrible. Vraiment, le fait qu'ils aient mis Jiří Prochazka en remplaçant, je ne souhaite qu'une blessure des deux hommes. Enfin, même si j'adore les deux, hein, mais je veux dire, vraiment, ça m'intéresse pas trop. J'ai l'impression qu'on est dans un fight night, tu vois. C'est bizarre de se dire, là, clairement, les deux mecs s'affrontent pour le titre light heavyweight de l'UFC. Bah, c'est ça le problème, c'est que déjà, effectivement, il y a le problème Jiří Prochazka, c'est-à-dire que là, clairement, c'est lui qui a toute la hype entre les deux combattants. Alors évidemment, on adore Blachowicz et on adore Teixeira, mais la hype, le côté inconnu que tout le monde veut voir, futur champion, le mec démonte tout le monde. En plus, avec style, tu vois, il a ce caractère particulier, cette personnalité incroyable. Donc c'est clair que celui que les gens ont envie de voir, c'est Jiří. Et c'est ça qui, effectivement, est hyper dommageable au main event. C'est vrai que c'est dur, quoi, pour eux. Parce que, ce sera un beau combat. Probablement que les deux vont livrer ces deux énormes vétérans. Enfin, c'est vraiment ce genre de combat où les deux sont ils ont tellement tout connu tous les deux et ils sont tellement bons dans ce qu'ils font. Ils se connaissent tellement en tant que combattants. Ils sont tellement complets. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment le festival du mieux dont on puisse rêver en termes de combat libre, de MMA. Mais effectivement, comme il n'y a pas cette hype, comme il n'y a pas ce côté, il y a un Jiří, il y a deux John Jones qui est parti. Enfin, il y a un petit peu ce côté entre guillemets par défaut ou alors temporaire pour les champions. Qui, même si on adore Blachowicz, moi j'adore Blachowicz, enfin je me régale juste de le voir dans les embedded, de le voir s'exprimer, de le voir kiffer de champion, je me régale juste parce que je kiffe le gars. Mais c'est vrai que, bon, même si il est devenu champion sans aucun doute et en marquant le coup contre Reyes, il y a eu ce côté, il s'est fait battre plusieurs fois contre pas mal de personnes dans sa catégorie, qui fait que forcément
on se dit bon bah voilà, il y a quelqu'un qui va trouver la solution, il y a quelqu'un qui va comment dire, qui va arriver, qui va réussir à le battre et peut-être Jiri et machin. Mais effectivement, tout ça fait que on est un petit peu moins hypé par le main event, même si ça va être probablement un super combat. Donc c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Ça va être un super combat, donc pour eux, ça va être un super combat. J'ai quelques doutes là-dessus, notamment dû au fait que Teixeira, tu vois, lors de ses derniers combats, ok, il y a cette série de victoires qui est impressionnante, mais c'est vrai, le combat contre Thiago Santos, moi, m'a fait vraiment redescendre. Parce que mine de rien, Teixeira, il y a les combats où il a perdu contre Gustafsson, enfin quand on parle de crème de la crème, Gustafsson et John Jones bien évidemment, contre Thiago Santos, donc c'était le retour de Thiago Santos après son opération au genou. Honnêtement, on en avait parlé je crois dans l'après-combat, je mets plus cette victoire de Teixeira sur le fait que Thiago Santos ait trop cherché le KO et trop fait n'importe quoi dès qu'il le touchait, Pareil. que sur une victoire de Teixeira. Et Blachowicz, il a la puissance de Thiago Santos, l'opportunisme aussi de Thiago Santos, mais il a pas ce côté complètement chien fou qui fait que de temps en temps il peut gâcher ces opportunités-là. Et en plus, quatrième point, et pas les moindres, il a fait de très 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 gros progrès en lutte. C'est plus du tout le Jan Blachowicz qui s'était fait tout simplement posséder dans ce domaine-là face à Alexander Gustafsson lorsque Gustafsson faisait son grand retour à Hambourg et où il avait vraiment gagné contre Jan Blachowicz grâce à sa lutte, tu vois. Et ça fait quand même plusieurs points où je me dis, ça peut être très très compliqué pour Teixeira et on peut vraiment se dire, enfin, ça peut être le combat où les gens vont faire, ah oui, en fait, dans cette catégorie, il n'y a pas grand monde, finalement. Et bah tu vois, là c'est un autre point. Voilà, on parle de Thiago Santos. C'est pour que les gens, en fait, si jamais il y a des gens qui sont pas trop fans de sport et qui débarquent, pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément hypé, bah typiquement parce que il y a un gars qui s'appelle Thiago Santos qui a mis KO Blachowicz et qui a presque mis KO Teixeira et l'a mis tellement dans le mal, c'est juste qu'il a fait n'importe quoi et donc qui s'est fait remonter puis soumettre, il me semble. Mais c'est ça qui est dur, c'est que ben voilà. Mais c'est les deux gars qui vont s'affronter, Teixeira et Blachowicz, pour le titre. Mais ouais, bah Teixeira en fait ça a toujours été le problème. C'est-à-dire que même avant qu'il affronte John Jones, je me souviendrai toujours parce que bah, même à l'époque on en parlait, mais tu vois le combat qu'il avait fait avant d'affronter John Jones, je crois que c'était contre Bader, il me semble, Ryan Bader, et il avait pris à moitié un knockdown et en fait ça avait fait redescendre tout le monde en mode ah merde. Bon, certes, il fait partie du camp de Chuck Liddell, certes, il fait partie des monstres et il est invaincu depuis, je sais plus, 13 ou 20 combats ou je sais plus. Ouais, c'était ça, c'était 20 combats, je crois. Ouais, 20 combats, un truc comme ça. Mais il est faillible, enfin, il est prenable, entre guillemets. Et sur le domaine sur lequel il est censé être le monstre. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, sur tous les forums et tout, il y avait un espèce de, enfin, tu sais, un truc qui redescend parce que, bon, bah, il va aller affronter John Jones. Oui, il est invaincu depuis 20 combats et tout ça, mais il a l'air prenable quand même. Et ben, ça, entre guillemets, ça s'est confirmé que c'est la carrière de Glover Teixeira qui est généralement, il est dans le mal pendant les premières minutes, mais très, très dans le mal. Et il revient ensuite, et finalement, son côté vétéran, son côté, il faut vraiment, mais il faut le déconnecter de sa conscience pour réussir à le mettre hors de la cage. Ben, il revient toujours, il trouve un moyen, et c'est magnifique, et ça fait des combats incroyables. Mais effectivement, il n'y a pas ce côté dominateur total, quoi. Il y a vraiment ce côté, il arrive à s'en sortir, et à chaque fois il revient, et c'est beau. Mais il n'y a pas ce côté, force inarrêtable qu'on aimerait voir chez un champion. Et surtout que maintenant, je trouve qu'on voit vraiment chez lui une appréhension à partir du moment où il affronte quelqu'un qui a ce knockout power, parce qu'il s'est pris des KO de l'espace. Anthony Smith aussi, où le combat a duré seulement 13 secondes jusqu'à lui percute absolument monstrueux. Anthony Johnson, pardon. Ouais. Anthony Johnson. Donc je vois moi aussi cette appréhension face aux mecs qui peuvent potentiellement déconnecter, parce que franchement contre Thiago Santos c'était ça. Si on voyait Thiago Santos qui était là, qui cherchait le KO, et dès qu'il essaye, enfin il sonnait, il y a eu 2 fois, je sais même pas s'il y a eu des knockdowns, mais en tout cas il a été salement sonné, Glover Teixeira à 2 reprises, et à partir du moment où il était sonné, Thiago Santos voyait rouge et était en mode bon bah ça y est, là je vais le mettre KO, il se faisait prendre, ouais. Et puis ensuite c'est Teixeira qui inversait la tendance. Là vraiment, je pense qu'il y aura même pas, tu vois, le temps pour Glover Teixeira d'inverser la tendance en fait. Bah et puis surtout, si jamais Blachowicz arrive à trouver l'ouverture et à placer un knockdown, en revanche, à la différence, tu vois, des Ion Cutelaba, à la différence des Thiago Santos, bah, comme il n'a pas ce côté chien fou, une fois qu'il t'a mis au sol et qu'il t'a sonné, Blachowicz,
Alors, il sera très prudent parce qu'il est champion, probablement. Mais déjà, il gagne le round dans ces cas-là, si ce n'est plus, parce qu'il peut très bien aussi te maintenir en ground and pound et faire très mal, et il fera pas les erreurs de Thiago Santos qui ont fait que Glover Teixeira inverse la tendance. Enfin, je ne pense pas. Donc, effectivement, moi, c'est ce qui fait que de toute façon, mon pronostic, ce sera sur Jan Blachowicz. Alors, bien sûr, il peut Glover Teixeira, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour rien et il peut soumettre Jan Blachowicz largement. Il a ce qu'il faut aussi pour le mettre KO. Il a les points extrêmement lourds, Glover Teixeira. Néanmoins, c'est vrai que j'ai un peu plus cette impression de solidité avec Jan Blachowicz et cette impression de il peut gérer le combat et rester dominant sur les 5 rounds s'il le faut, sans trop prendre de risques s'il le faut aussi. Mais je ne pense pas que Glover Teixeira aura, entre guillemets, ce qu'il faut pour mettre en danger Blachowicz suffisamment. Et on peut se tromper largement parce que voilà, il a tout ce qu'il faut, comme on l'a dit, mais je le sens pas, perso. Je suis entièrement d'accord avec toi, et pour le coup, Jan Blachowicz, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, et là, plus que jamais, on a un exemple d'énormément de combattants qui vont vous dire, ah bah allez, là, je me suis pris un KO, ça n'arrivera plus. Jan Blachowicz, il s'est pris un KO face à Thiago Santos, parce qu'il avait beaucoup trop rushé, et depuis, il a dit, ce combat m'a vraiment changé, parce que maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je ne dois pas me jeter à corps perdu sur mon adversaire. Et depuis, que ce soit contre Dominique Reyes, qui présente énormément de danger debout, que ce soit contre Israël Adesanya, où clairement, il s'est imposé, Jan Blachowicz, parce qu'il est resté discipliné pendant l'entièreté des 5 rounds, rendez-vous compte, face à un mec comme Adesanya qui vous balance piège sur piège. C'est ce qui fait que j'ai pas non plus, tu vois, cette peur face à Teixeira, qui n'apporte pas le même danger debout, mais par contre, il y a des alertes au sol, mais je suis persuadé qu'avec ces 2 combats-là qui sont venus depuis, et aussi Corey Anderson, mais c'était différent, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, sait ce qu'il doit faire pour gagner. Et c'est pour ça que je mets moi aussi une pièce sur Jan Blachowicz. Après, je sais pas trop comment il va Je sais pas trop. KO Jan Blachowicz. Moi, je vois une décision, mais... Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais j'ai envie d'une soirée un petit peu flashy. Donc, ouais. Décision. Le flashy, il sera probablement arrivé plus tôt dans la soirée, je pense. Ouais, exactement. Allez, Jan Blachowicz par décision unanime, c'est mon dernier mot. Pareil. Tout pareil. Allez, c'est notre dernier mot. Affaire à suivre en tout cas, c'est à partir de samedi 20h, et oui, ça y est, horaire qui est propice à nous francophones, français, parce que francophone, shout out au Québec. Allez, shout out aussi à My Big Protein. Yes, sir. 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se trouve très vite pour de nouvelles aventures Big Rusty. Si vous avez vu Paulie Damso, n'hésitez pas à lui dire que ses amis l'attendent. Allez. See ya. Come and pay